Bonjour et bienvenue dans un nouveau épisode du Pépicast, aujourd'hui avec Alexandre Généré du blog Le Petit Analyste. Alexandre et moi on a fait la même école, l'ESSEC, et vu qu'il a un blog qui explique un petit peu les métiers de la finance à ceux qui sont pas, qui s'y intéressent et qui manquent d'informations, notamment les étudiants, je me suis dit que ce serait super utile de l'inviter sur mon podcast, donc j'espère que ça vous sera utile à vous. On parle de ses débuts, comment est-ce qu'il s'est lancé, comment est-ce qu'il a géré les premiers refus, et aussi comment est-ce qu'il reste motivé tout au long du parcours. Donc je pense que c'est utile à tous ceux qui s'intéressent à la finance, mais aussi à tous ceux qui ont un projet et qui se disent est-ce que je quitte mon job ou est-ce que je fais ce projet en parallèle. Ceux qui viennent de se lancer et qui se disent bon bah c'est peut-être un petit peu plus compliqué que prévu. Ça fait 48 heures que j'ai lancé mon projet, je suis toujours pas millionnaire. Donc voilà, c'est pour tout cela, ça vous sera utile. Et j'espère que ça va vous faire que ce sera un bon épisode agréable à écouter aussi. Et s'il y a des trucs qui vous plaisent ou qui vous plaisent moins, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, je vous laisse sur l'épisode avec Alexandre Généré du blog Le Petit Analyste. Trop cool, bah écoute Alex, merci Merci d'être à là. toi. C'est un grand plaisir, en plus je te remercie d'être là une deuxième fois parce que Quand on aime, on compte pas. j'ai perdu le... Exactement. En gros, pour la petite histoire, donc j'ai perdu le premier enregistrement qu'on a fait ensemble. Et en plus, lors de notre premier enregistrement, on parlait un peu du fait que bon, quand tu interviews des gens, tu leur demandes de leur temps. Et du coup, faut être un peu pro quand même, que ce soit dans l'organisation, avant, après, dans les délais. Et voilà, moi j'ai traîné un peu et après je me suis rendu compte que j'avais perdu l'enregistrement. Donc voilà, double Ah, honte ça, il sur y en a moi. mauvais. Euh, on va dire ça, je fais partie des meilleurs là-dessus. Ça me fait un point commun avec les meilleurs. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis après on pourra rentrer dans le vif du sujet. Yes, pas de problème. Donc c'est Alexandre Généré, ancien étudiant, 50 chinois après le bac, et ensuite je suis passé en école de commerce pour faire de la finance, donc rien à voir avec mon background de base. J'ai fait 4 ans à l'ESSEC et pas mal de stages en finance. Entre-temps, j'ai été président de l'assaut de finance pendant 2 ans. Et j'avais commencé ma carrière dans une équipe en banque d'affaires qu'on appelle une équipe de leverage finance. Donc j'ai commencé ça à Londres chez Nomura. Et ensuite j'ai réussi à passer en côté buy side, donc ce qu'on appelle, enfin côté buy side, donc côté fonds d'investissement, enfin oui côté fonds d'investissement, toujours côté dette. Donc qui est un peu la prolongement d'une équipe de leverage finance. Et en fait, il y a 1 an et demi, je crois que c'est en février-mars 2019, j'ai lancé donc le site Le Petit Analyste qui a pour but un peu de montrer les différents aspects des métiers de la finance au sens large, soit banque d'affaires, entreprise, avocat d'affaires, inspection générale, etc., etc. Super. Et qu'est-ce qui a été le déclic un petit peu pour lancer Ouais. ton site? En fait, il y a eu, ouais, plusieurs trucs, on va dire. Donc en fait, comme je l'avais dit, j'étais donc presse d'assaut pendant 2 ans. Et en fait, une fois que tu arrives dans le monde un peu pro, bah t'as plus mon petit bébé entre guillemets avec des projets à monter, une équipe un peu à gérer, de la communication à faire et tout et tout. Donc cet aspect, ça me manquait pas mal. En plus de ça, le deuxième point, c'est que quand t'es en banque d'affaires, t'es un peu, comment dire, t'es un peu dépossédé de ton travail. En fait, t'es un peu un simple exécutant, et donc t'as plus cet aspect où t'as vraiment la main sur le truc. Donc ça me manquait d'avoir un peu quelque chose à côté que je peux maîtriser. Et troisième point, en fait, je m'étais rendu compte en école, donc que ce soit en école, quelle que soit l'école ou quelle que soit la fac, la formation en finance, les gens, enfin les étudiants, et moi le premier, ils connaissent pas trop les métiers en dehors du M&A, du private equity, ce qui est en général, ou trader pour ceux intéressés par la finance de marché. Et alors qu'il y a énormément de métiers différents et que, en fait, il y a tout un mythe qui se crée parce que les gens vont lire parfois des choses complètement fausses sur Internet, disant que si on sort pas d'HEC ou de Polytechnique, la finance c'est fini, la finance, tout le monde gagne 200 000 euros par mois, enfin ce genre de choses complètement erronées. Et j'avais envie de mettre un peu d'ordre dans tout ça et essayer d'ouvrir les horizons enfin, des gens. Donc voilà. Ok. Donc tu t'es dit, je pense
à moi le moi du passé quand j'étais étudiant, et puis pour toutes les autres générations qui connaissent un peu C'est un peu rien et qui... ça, ouais, c'est essayer d'aider à porter ma pierre à l'édifice, quoi. Hmm. Mais enfin, je trouve ça super cool parce que, enfin, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec ce podcast aussi, de sortir un petit peu des, enfin, c'est un peu cliché de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est vrai que malheureusement ce que tu vois dans les films et puis Ouais. ce que t'entends un peu autour de toi et la réalité, t'as vraiment en fait, t'entends parler que des histoires les plus extrêmes, que du Ouais. glamour. Et enfin, moi, je sais que donc on a ce point commun où moi aussi j'ai commencé par faire du leverage finance, et je sais que parmi mes premiers entretiens, parce que j'avais fait des entretiens en finance de marché aussi, j'avais quand même demandé au mec qui me raccompagnait dans l'ascenseur, je lui ai dit ouais, est-ce qu'il y a des gens qui prennent de la coke encore au travail, ou comment ça? Et donc il me disait non, enfin il y a sûrement un mec qui est un peu extrême et tout, mais c'est plus ça. Et par contre, dans un de mes premiers stages, il y avait les mecs me racontaient que dans les années 80, par contre, même à Paris, c'était totalement la folie, et t'avais même le mec qui amenait le courrier, qui venait prendre de la coke, et avec les gens de l'équipe, et qui voilà, qui il y avait plein de nanas et qui venaient le soir et tout, genre des trucs Ah comme dans les films, ouais, quoi. Mais ça par devait être contre, un peu abusé à l'époque, ouais. ouais, c'était un petit peu abusé, mais c'est vrai que du coup, il y a plein de films qui sortent, et c'est vrai que quand t'es en école, tu te dis bon bah j'ai fait la fête en école de commerce, j'ai envie de continuer à faire la fête, bon bah c'est C'est parti, ça. quoi. Faut aller en finance, du coup. Ouais, grave, faut aller en finance, et en fait t'arrives et c'est pas trop la même Ouais, ambiance, quoi. complètement. Ouais. Il y a un gap entre ce qu'on pense, ce qui est raconté sur Internet ou les rumeurs et la réalité, quoi. C'est énorme, le gap. C'est clair. Et toi, du coup, est-ce que du coup t'as des l'idée c'est de le faire principalement pour les étudiants. Et comment est-ce que tu arrives à justement le toucher ces étudiants, à leur partager ce que t'écris, puisque du coup t'es plus dans le milieu Ouais, étudiant ouais, maintenant. tout à fait. En fait, la première base, c'était vraiment étudiant de l'ESSEC. Vu que viens de l'école, du coup, ça m'a permis d'accéder plus facilement aux groupes sur Facebook, par exemple, aux étudiants sur LinkedIn et tout. Et en fait, après, je me suis dit, je vais créer une page sur Facebook, le petit analyste, publier mes articles, comme ça, des gens d'autres écoles vont venir. Bah, en fait, ça fait un peu un bide parce qu'en fait, les gens ne vont pas enfin n'en sont pas sur Facebook pour chercher des articles sur la finance. Et en fait, je me suis rendu compte que le vrai moyen le bon moyen d'atteindre des étudiants de toutes les formations, c'est LinkedIn. Et donc en fait, je rajoute ou des gens m'ajoutent de toutes les formations. Et comme ça, quand je partage un article, ça fait un peu effet boule de neige. Quelqu'un va liker d'une autre formation, son pote de promo va liker, un pote de pote d'une autre école va liker, ainsi de suite. Et mais c'est pas du tout via Facebook. C'est vraiment LinkedIn. Ouais. Bah, je trouve, c'est une question que j'avais vraiment pour toi, c'est le côté, comment est-ce que tu gères ton temps et ton effort entre créer du contenu, faire des recherches, interviewer des gens, écrire, publier, et ensuite promouvoir en fait ce que tu fais pour pouvoir toucher les bonnes Mm-mm. personnes. Ouais, alors sur le déjà il faut savoir que je fais pas des horaires très violents pour de la finance, je fais grosso modo du 9h 19h. Donc ça me laisse le temps de pas de boulot le week-end, donc ça me laisse le temps de développer ça. J'aurais pas eu le même discours si je faisais du 9h minuit, ça c'est clair. Après en termes de trouver les articles, je sais pas si c'était la question, mais pour trouver un peu les sujets, c'est vraiment quand je vadrouille sur LinkedIn, je vois que quelqu'un, par exemple, va commencer un stage ou un poste dans tel métier. Là, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, effectivement. Il y a déjà eu des questions là-dessus. Ça peut être intéressant de creuser, ou même parfois, on me demande, ouais, Alex, qu'est-ce que tu penses de ce métier? Et là, je me dis, putain, en fait, je connais pas du tout. Et je me dis, bon, on va essayer de se renseigner. Donc, en fait, les inspirations, ça vient un peu de la vie de tous les jours, de ce que je vois un peu sur Internet, de ce que j'entends. Et après, pour la com, c'est vraiment, je sais pas combien j'ai de personnes sur LinkedIn, mais de toutes formations différentes. Je mets un article et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir le nombre de personnes qu'on touche. Et par exemple, là, un dernier article que j'avais publié sur mon LinkedIn, c'était sur le Project Finance. J'étais, je crois, 5 ou 6 000 personnes. Et du coup, en fait, ça grossit et ça permet de toucher sans vraiment faire, sans, sans
agir concrètement en fait. J'ai juste à publier et après ça marche tout seul quoi, en quelque sorte. Ouais. Ouais, tu te dis pas, je vais j'ai 50 comptes réseaux sociaux avec 50 forums et je vais Ah poster non, non, sur du chaque tout, du tout. truc. Ça, j'arrive. Ouais. Enfin, je pourrais le faire en vrai, genre Instagram, Twitter et tout. Mais franchement, je sais pas si c'est, tu sais, c'est un peu les 80-20. Si je fais 80% du taf juste avec LinkedIn, ça me va, quoi. Mhm. Et comment est-ce que comment est-ce que tu t'es rendu compte en fait que Facebook ça marchait pas et que c'était LinkedIn et est-ce que tu as testé d'autres trucs? Je sais pas, est-ce que tu as testé TikTok ou non ça? Ouais, dans TikTok, j'ai pas essayé. Bah en fait, Ok. c'est sur les stats. Ça c'est un truc que je regarde. Bah, je regarde moins maintenant, mais les stats, je les regardais pratiquement tous les jours, plusieurs fois par jour sur les stats du site. Et en fait, quand je partageais sur Facebook, j'avais peut-être, je sais plus les chiffres, mais peut-être 20 personnes de plus qui regardaient, 30 personnes par rapport au rythme habituel. Alors que je peux avoir des gros pics enfin, grosso modo, par exemple, en ce moment, c'est on va dire 250 personnes par jour en quelque sorte, enfin en rythme de croisière on va dire, et je peux monter à 350, 400, 450 voire plus si je partage sur LinkedIn. Donc il y a vraiment une énorme différence au moment où entre partager sur Facebook et partager sur LinkedIn. Ça se ressent dans les stats. Ok. Et tu me disais ouais que c'est quelque chose que tu regardes beaucoup les stats et que ça te motive pas Ouais, mal sur les stats de tes articles. Ouais. ouais c'est. Alors à une époque je le faisais beaucoup, maintenant je le fais moins. Mais clairement, je pense que c'est le truc parce que enfin, j'aime bien ce que je fais, écrire des articles, rencontrer des gens, mais je sais pas si j'aurais tenu 1 an et demi avec 10 visiteurs par semaine. Je me dis bon, je perds un peu de temps, personne ne lit ça au final et tout. Alors que avoir des visiteurs, avoir des feedbacks aussi, ça c'est génial. Quelqu'un qui t'écrit sur LinkedIn que tu as jamais rencontré, qui dit voilà merci pour ton travail et tout, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer et ouais, c'est un peu ça qui me motive. Et est-ce que qu'est-ce qui fait justement que tu regardais beaucoup au début et que tu regardes moins maintenant? Euh, Peut-être je commence à prendre confiance en me disant que ça fasse, je sais pas, 230 ou 260. Bon, enfin, je vois à peu près que ça bouge pas trop, donc je vais pas regarder tous les jours. Par contre, si je viens à publier un nouvel article, genre un tout nouveau, clairement, je vais faire attention pour voir est-ce que c'est un truc qui a intéressé les gens, est-ce que au contraire, ça a pas trop intéressé. Et parfois, c'est un peu injuste parce qu'il y a des articles que je trouve géniaux qui font un peu des bides sur Internet et d'autres enfin, tout ce qui est M&A, private equity, en général, ça intéresse pas mal les gens. Et Project Finance aussi, un des derniers articles, ça a pas mal intéressé. Donc, ouais, c'est plus l'habitude, me dire que maintenant, j'ai pas non plus besoin de checker tous les jours. Ça, les gens viennent naturellement. Mais oui, quand il y a un nouveau, je fais attention. Un nouvel article, je fais attention. Et justement, comment est-ce que tu gères ça? Parce que c'est vrai que c'est un truc, je pense, qui touche un peu tous ceux qui Mmh. créent. C'est le côté, waouh, celui-là, je l'adore, il est incroyable. Et puis, tout le monde s'en fout. Puis il y en a un où tu dis, bon, allez, il faut le faire. Donc, je Ouais, le fais. Puis, tout le monde le trouve ouf. Est-ce que, justement, comment tu te positionnes, là-dessus? ouais. En fait, ouais, si je voulais faire un site un peu putaclic, j'aurais fait que des articles sur le M&A et private equity. Ça, c'est clair, j'aurais fait exploser les stats, je pense. Maintenant, après, le but, c'est de découvrir des trucs. Après, c'est vrai que parfois, il y a des articles, je sais pertinemment, les écrivants, pas qu'ils seront moins intéressants, au contraire, je pense qu'ils sont vraiment tous intéressants, mais que ça intéressera moins les gens parce que, je sais pas, il y a certains métiers. Voilà, c'est comme ça les intéresse moins. Mais en fait, je me dis, il suffit qu'il y a un mec ou deux ou une fille, enfin une personne ou deux qui passent un entretien, qui se disent mince, ou alors je veux faire carrière là-dedans, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Enfin, l'article au moins il aura été utile. Et là, je me dis, enfin c'est pas du temps perdu parce que ça aura servi au moins une personne, quoi. Donc ouais, c'est un peu le driver, quoi. Ouais. Bah, ouais, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que, enfin, le mauvais côté d'avoir accès à toutes ces stats sur Internet, c'est que tu vois juste des stats, mais tu vois pas les gens Mmh. derrière. Et c'est vrai que, comme tu dis, hein, tu peux avoir un article qui est peut-être lu par 10 personnes, mais si ces 10 personnes, c'est le seul article sur ce thème qu'ils avaient et que ça leur a permis de Ouais. prendre une décision derrière qui leur a été Mmh. utile, bah, ton article a eu un impact énorme
sur ces 10 personnes versus, comme tu dis, un article sur le M&A où en fait il y en a 50, il y a 50 articles, 50 vidéos, tout le monde en parle, 50 mecs qui viennent dans toutes les écoles pour en parler. Et donc au final, ok, il y a plus de gens qui viennent, mais ton impact sur leur vie, il est marginal finalement. Ah ouais, carrément. En fait, c'est un peu un équilibre entre trouver des articles utiles qui grattent un peu des aspects méconnus de la finance et des articles aussi qui intéressent un maximum de personnes. L'idéal, c'est de combiner les deux. Par exemple, je pense, le meilleur exemple, j'avais fait un article sur le métier de quant. Alors, un ancien quant dans une grosse banque américaine qui est passé trader dans un hedge fund. Donc là, c'est un peu les mots-clés banque américaine, trader, hedge fund et tout. Et donc, ça a attiré pas mal de monde. Et en fait, il y a très peu d'infos dessus parce que c'est un milieu super obscur. Donc là, je suis super content. J'avais réussi à combiner les deux. Mais c'est assez rare, en fait. Et du coup, est-ce que parce que tu disais que tu trouves tes idées d'articles un petit peu au fil de l'eau en fonction de ce que tu vois et de ce que les gens te demandent. Et est-ce que tu essaies d'avoir derrière une stratégie en disant, attends, il faut que j'ai quelques articles qui peuvent ramener du monde et puis d'autres articles un peu plus niche. Est-ce que tu te dis, peut-être j'ai fait 10 articles niche, il faut que j'en fasse maintenant 3 ou 4 un peu plus mainstream, ou est-ce que c'est vraiment totalement au feeling? Ouais, c'est vraiment au feeling. En gros, comment ça se passe là, actuellement, j'ai une base d'articles qui sont populaires en quelque sorte, d'autres moins. Et en fait, donc pour les prochains articles, en fait, je réfléchis pas trop à est-ce que ça va faire du clic ou pas. Si je vois que par exemple les stats commencent à baisser, je pourrais mettre sur LinkedIn, repartager un article qui a bien plus aux gens, comme ça ils reviendront. Enfin, si ça m'inquiète par exemple. Mais non, clairement, c'est vraiment au feeling. Là, j'ai des métiers comme, je sais pas, investor relations dans les fonds. J'ai jamais vu d'article dessus. Je sais pas si ça serait populaire. J'ai déjà eu des questions dessus. Donc, j'ai bien envie de creuser dessus. Parce que si un jour on me demande ce que c'est, j'ai bien envie de dire ouais, c'est ça et ça et ça, et je te conseille ou je te conseille pas de le faire selon deux profils. Donc, ouais, non, au feeling. Ok, et c'est marrant parce que t'as vraiment je trouve un des trucs qui est souvent difficile quand t'es je sais pas juste blogueur, c'est d'avoir, ou même moi pour mon podcast, c'est d'avoir en fait le retour des gens qui te lisent. Et là, j'ai l'impression que en fait, t'as toujours un contact avec des gens soit qui te lisent, soit qui pourraient être intéressés de lire tes articles parce qu'ils te demandent des choses ou ils te posent des questions en fait. Donc t'as un peu comme une start-up où tu parles toujours à tes clients en fait. J'ai mon service après-vente. Ouais, non, ça c'est vrai que c'est super important. C'est super important parce que, j'ai lancé un petit truc de coaching gratuit où la personne qui lit mon site, si elle a une question sur son parcours, ses choix d'orientation et autres, il peut me demander et j'essaie de l'aider. Et du coup après, en général, j'ai un petit retour, voilà, merci pour ton site et tout. Ou alors des gens qui viennent spontanément, ça m'est déjà arrivé sur LinkedIn, qui viennent me remercier pour mon travail et tout. Ça fait chaud au cœur et c'est ça un peu qui donne envie parce que je me dis que c'est utile, il y a des gens qui en ont besoin. Donc c'est mon moteur quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire pour ta motivation sur le long terme. T'as un peu, tu regardes un peu tes stats et puis ce que disent les gens complètement, aussi. ouais, complètement. Ouais. C'est ça, ouais. Parfois, j'essaie de prendre aussi les idées des gens, j'ai des idées des gens et pour faire avancer quoi. Sur les types de métiers, par exemple, il y en a qui me disent oh tu devrais interviewer là-dessus. Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, bonne idée. Donc ouais, non, c'est donnant. Ouais. Ok, parce que c'est vrai que c'est un truc où tu vois quand tu lis des articles sur comment lancer un blog, comment lancer un site, comment lancer un podcast, une chaîne YouTube ou une startup, etc. Tu tombes sur 10 000 articles sur j'ai mis mon produit en ligne et j'ai vendu pour 200 000 euros le premier soir. Et du coup là je suis en train de t'écrire depuis ma Lamborghini à Singapour. Et donc là la question de la motivation se pose pas trop. Mais en fait, pour tout le reste des projets normaux entre guillemets qui prennent plus de temps, une question clé, c'est qu'est-ce qui te motive à continuer en fait. Ouais, déjà comme je dis, c'est vraiment le retour des gens et le fait de se sentir utile. Et il y a un truc un peu, je sais pas si c'est de la mégalomanie ou je sais pas quoi, mais genre j'aimerais bien qu'un jour, dans quelques années, on se dise, que ça devienne un peu un site de référence. Genre, je sais qu'aux États-Unis, il y a Merger Inquisition.
Bon, je me suis inspiré et je m'en cache pas. Moi, l'idée, c'est un peu de faire ça, un peu adapté, version française. Et je sais pas, dans quelques années, j'aimerais bien que quelqu'un, un gars ou une fille qui rentre en école de commerce ou en fac, formation finance, ou même à la sortie du bac, et il sait pas trop ce qu'il veut faire, ou ce qu'elle veut faire, qui se disent, ouais, tiens, un de ses potes disent, tiens, tu devrais jeter un coup d'œil sur ce site, franchement, c'est pas mal et tout. Que ça devienne un peu une sorte de référence. Ça, c'est un peu l'objectif, ultime. C'est pas tant de devenir, je sais pas, riche, me faire de l'argent dessus, c'est que ça devienne connu en quelque sorte, ouais. Ok. Et du coup, tu dis, tu te donnes une Ouais, vision à long terme, à 5-10 ans. ouais. Bah, Ouais. 10 ans, c'est peut-être un peu long. Mais 5 ans, je pense en 1 an et demi, j'ai quand même réussi à me faire relativement connaître, enfin, sans m'envoyer des fleurs, j'ai réussi à sortir du cadre juste ESSEC, mon école, j'ai réussi à me faire connaître un peu dans les autres écoles. Maintenant, clairement, je pense que 80-90% des étudiants ne connaissent pas. Je pense que en 5 ans, ouais, il y a quand même la marge de progression et j'espère quand même continuer à le développer dans 5 ans. Après 10 ans, c'est peut-être un peu long. Je pense que il y aurait clairement de l'évolution. Par exemple, je pense à des trucs sur YouTube en vidéo, des podcasts, un peu comme tu fais et tout. Ça, c'est des trucs que j'ai réfléchi, mais clairement pas dans l'année qui vient. Ça, c'est des trucs un peu plus longs, 2, 3, 4 ans, par exemple. Mais Ok. ouais, clairement, j'aimerais bien le faire évoluer et pas juste que ça reste des articles, par exemple. Et d'accord, donc ça veut dire que donc quelque part, ce qui te motive sur le long terme, c'est à la fois d'être une référence et aussi de tester des nouveaux trucs, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais, parce que j'ai eu des personnes qui m'avaient dit, ouais, tes articles sont bien et tout, mais est-ce que t'as pensé, par exemple, à faire genre un peu en mode, ouais, en mode podcast, vraiment, discussion en direct et tout, comme tu fais, toi, par exemple. Et je lui ai dit, c'est vrai que Ouais. c'est intéressant, mais ça demande quand même un certain travail, des connaissances et tout. Donc c'est pas un truc sur lequel je peux me lancer en un mois, hop, c'est fait. Mais c'est vrai que c'est des pistes de réflexion qui peuvent être super intéressantes. Mm. Bah franchement, c'est Ouais, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est hyper dur. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de t'inscrire à mon cours. Ça coûte que 5 000 euros. Et franchement, et deviens riche en non, restant chez toi. vraiment, voilà, exactement. Tu vas devenir riche en restant chez toi. Non, en vrai, un des trucs, enfin, je t'enverrai les trucs et tout, mais vraiment, le podcast, c'est hyper facile. Et là, on le fait sur ordi, mais tu peux même le faire par téléphone. Et vu que tu interviewes déjà les gens, t'as des petits Mhm. bouts. Et t'as aussi pas mal de blogueurs. J'en ai vu peu en France, mais aux États-Unis, j'en ai vu quelques-uns qui ont le format audio de leurs Ouais. articles aussi. Et je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que tu comment dire, sauf quand t'as des schémas ou des graphes ou des stats où là c'est un petit Mhm. peu difficile Tout à à fait. digérer, je trouve. Mais c'est vrai que le côté quand t'es dans les transports, petit format Mhm. audio, c'est pas mal. Donc si je rajoute ça sur ta liste de choses. Bah, tu do. Si t'as envie de faire, voilà, si t'as envie de faire une petite voix Mhm. off de tes articles, c'est assez cool. Ok, donc à la fois être une référence et à la fois continuer à expérimenter sur des choses. Et donc du coup, tu te dis là maintenant que t'es Mhm. lancé, même sans forcément avoir comme objectif de monétiser, ça te motive suffisamment à continuer d'aider plus de gens et de tester des Ouais, nouveaux clairement. formats. Genre, en fait, j'ai un peu l'impression de tenir une sorte de mini start-up, mais sans pression, parce que j'ai mon boulot à côté, et ça me permet d'être serein et d'avoir, ouais, de mon projet à côté. C'est ça qui me motive bien. Et est-ce que les gens dans ton boulot savent que t'as ce site à côté? Et est-ce que tu penses que c'est un atout dans ta carrière professionnelle? Ah ouais, il y en a qui le savent, pas tous, mais il y en a qui le savent. Et après, je le cache pas, mais j'en parle pas, genre au café le 10h. Oh, au fait, Tu fais pas ton ouais, c'est ça. auto-promo, tu distribue pas des En flyers distribuant les cartes tous de les jours. visite à l'accueil. Mhm. Non, non, je fais pas mon auto-promo, ça ne m'intéresse pas trop, je suis même relativement discret là-dessus. Enfin, en tout cas, dans la vraie vie, entre guillemets. Et après, un atout dans ma carrière, oui et non. Je pense pour les entretiens, ouais, pour les entretiens, ça m'est déjà arrivé d'en parler, mais après, ça reste des entretiens de finance où enfin, la grosse majorité de l'entretien, c'est sur mes expériences précédentes, des questions techniques et tout, compréhension du métier.
Et c'est plus vers la fin qu'on commence un peu, s'il y a un fit s'il y a un truc qui s'installe, genre une sorte de match, qu'on peut parler un peu des trucs qu'on fait en dehors. Et donc là, on peut parler quand je parle du petit analyste, par exemple. Mais c'est pas non plus, je veux cette personne, il a écrit le petit analyste, il me le faut dans mon équipe. Enfin, je pense que ça joue vraiment à la marge, quoi. Ok, d'accord. Ok, cool. Du coup, j'ai envie de revenir un petit peu au début, et même avant le début, et qui est, t'as commencé par faire 5 ans de Ouais. chinois. Pourquoi? Comment? Ouais, alors pourquoi? C'était un peu par hasard en vrai. Non, en fait, à la base, j'avais un bac S et honnêtement, je suis pas du tout scientifique. Les rigueurs, je trouve les maths intéressants. Enfin, à l'époque au lycée, mais j'en ai plus fait depuis une dizaine d'années. Mais en vrai, calculer des trajectoires de balles de golf en physique, franchement, ça me faisait vraiment chier. Et donc je me suis. Attention, mon père est prof de physique, ça me fait très mal. Je respecte la profession, très noble métier, mais moi, ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, j'aimais bien beaucoup l'anglais. J'étais plutôt à l'aise en anglais. Et je me dis, j'aimerais bien faire une autre langue. En fait, je me suis soit du japonais parce que j'adorais les mangas et les animés à l'époque, soit du chinois parce que on en parle, même maintenant, ça reste un pays économique, croissance économique, blablabla. Enfin, tout le monde connaît le speech. Et je me suis dit, on va tenter le chinois, il y aura des débouchés. Et en vrai, j'ai bien kiffé. Le côté un peu une histoire qu'on connaît pas du tout, une économie vraiment particulière, une langue aussi à des années-lumière des langues qu'on connaît. Et du coup, j'en ai fait pendant 5 ans. C'était super intéressant, vraiment. Après, le problème, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça après? En gros, ce que je pouvais faire, c'était un peu responsable import-export dans des zones, genre en zone Asie, je sais pas, Shanghai, Hong Kong, par exemple. Et je me suis dit, bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et j'étais un petit peu intrigué par la finance. Donc, j'avais fait plus des stages à la fin de mon master à la fac, master de chinois. J'ai eu la chance de faire des stages en middle back office dans une banque. Je me dis franchement c'est cool, même s'il n'y a pas l'aspect analyse financière, j'ai bien aimé. Et je me suis dit le chinois, on va essayer de combiner en fait la finance et la Chine. Et pour ça, j'ai postulé, j'ai pu intégrer l'ESSEC. Trop cool. Et là maintenant, tu serais capable d'avoir une discussion en chinois avec. Alors, grande question. Non, honnêtement, j'ai énormément perdu. En fait, c'est vraiment une langue ingrate dans le sens où tu peux bosser des années et des années. Si t'arrêtes quelque temps, tu peux oublier très très rapidement parce qu'en fait, déjà, c'est pas une langue naturelle. Enfin, pour un Français ou même un Européen, c'est pas naturel d'écrire des caractères ou ce genre de choses. Donc, ça s'oublie très rapidement. Et puis même de l'anglais, par exemple, tu peux facilement en entendre souvent avec les séries, les musiques et tout, même au boulot. En France, genre moins de traîner dans le 13e, enfin t'entends pas souvent ou tu lis pas souvent du chinois, donc en fait ça s'oublie super rapidement. Donc maintenant, je ne saurais même plus parler. Je connais encore quelques mots, mais je ne saurais pas tenir une discussion. Maintenant, je pense que si on me remet 6 mois dedans en mode intensif, ouais, je pense que ça peut se faire. Est-ce que tu t'en sers pour impressionner les gens quand t'es au resto chinois ou Même pas. En fait, ça m'aide, paradoxalement, ça m'aide plus que le petit analyste pour les entretiens, parce qu'en fait, les gens, ils se disent, ah oui, lui, en fait, les gens se souviennent parce que c'est un peu, genre, c'est le mec qui a fait du chinois. Genre, c'est un peu what the fuck. Et du coup, Ouais. après, le passage un peu relou, c'est, tu sais parler couramment et tout. Là, je leur explique qu'en fait, ça fait 4 ans que je parle plus chinois, que j'ai un peu abandonné l'idée de bosser en Chine. Et du coup, la surprise retourne un petit peu. Mais ouais, non, au quotidien, honnêtement, ça m'aide pas du tout. C'est quand même fou parce que là, t'es en train de m'expliquer à quel point tu es honnête. Sachant que moi, je me dirais, attends, mais la personne en face, il y a 99% de chances que, quoi que je dise en chinois, elle ait aucune idée. Oui, Donc, je peux lui dire vraiment, ah oui, non, mais tout à fait, je parle tous les jours avec ma copine qui est chinoise et on est vraiment. oui, je pourrais dire, lui parler et dire juste table, livre, maison, manger, boire, et dire, ouais, c'est incroyable, alors que ça voulait rien dire. Exactement. Non, je préfère jouer carte de l'honnêteté, enfin, il n'y a pas de. C'est tout à ton honneur. Mais c'est marrant parce que justement je lisais un livre sur
sur un mec qui disait que une bonne stratégie dans la vie, c'est de plutôt que d'essayer d'être le numéro un dans un domaine. Enfin, être numéro un dans un domaine, c'est quand même hyper dur, ou d'atteindre ne serait-ce que le 1%, alors qu'il disait c'est beaucoup plus facile d'atteindre le top 10% dans deux ou trois domaines, et en fait de les combiner, et ça te donne un avantage comparatif qui est énorme en fait. Ah, et je trouve que c'est une stratégie enfin ça s'est fait naturellement, mais que t'as quand même hyper bien appliqué. C'est vrai que si tu combines finance plus chinois plus t'as un blog à côté, donc ça veut dire que tu sais écrire, et en vrai, enfin je sais pas comment trop commencer en finance de marché, mais en finance d'entreprise tu dois quand même beaucoup écrire, et savoir écrire vite et bien, de façon structurée, carrée, faire passer des idées bien présentées, c'est quand même hyper utile. Et je trouve que bizarrement, c'est une compétence qui est utile, et on t'en parle assez peu en fait, de savoir comment bien. Enfin, moi, je sais que mon apprentissage en en leverage, ça m'a appris à écrire, mais sur des choses énormes, ne serait-ce que écrire vite avec plein de raccourcis clavier pour supprimer plusieurs mots, genre retourner à la ligne, remonter des paragraphes, etc. Ma productivité a explosé là-dessus, et puis même de construire des phrases, des arguments, etc. de façon hyper structurée, c'est quelque chose je trouve qui paye des dividendes en fait dans ta vie de tous les jours, quand t'écris des mails, etc. Partout, et en fait on te l'apprend très peu, et toi tu le pratiques doublement, donc du coup ça te fait vraiment trois skills où t'es largement au-dessus de la moyenne, parce que peu de gens finalement pratiquent ce genre de choses, et du coup c'est vrai que ça te fait un profil plus atypique, pour les entretiens, et puis même quand tu restes en poste finalement. Ouais, je pense que j'ai essayé de. Alors c'est un peu hasard, mais j'avais pas du tout prévu ça en avance. En fait, le côté synergie un peu dans tout ce que j'ai fait, c'est bon. Après le chinois, c'est un peu particulier, mais pour revenir par exemple président d'assaut, je l'avais fait parce que j'avais envie de le faire, donc j'ai fait ça. Et ensuite, je me suis retrouvé. Attends, ça a coupé. Est-ce que tu peux reprendre? Ça a coupé. Là, tu m'entends ou pas? Ouais. Ouais, là c'est Non, bon. je disais que j'ai essayé un peu enfin, j'ai essayé sans faire gaffe, mais il y a une sorte de synergie un peu dans mon parcours, en mettant de côté un peu le chinois parce que c'est un peu particulier. Mais par exemple, j'ai été 2 ans président d'Asso, donc j'ai pu un peu voir les besoins d'Asso de finance, et tu peux voir un peu les besoins et ce que pensaient les étudiants en finance. Et après, je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai qu'il y a ce besoin et tout. Il y a ce besoin de faire un site, d'avoir des informations et tout. Donc je me suis lancé. Je me suis appuyé aussi sur les articles que j'avais déjà fait quand j'étais dans l'association de finance. J'ai pu m'aider un peu sur mon réseau que je m'étais fait et tout. En fait, il y a eu une synergie sans vraiment un peu par hasard en quelque sorte. J'avais pas prévu tout ça, et je me suis dit bah en fait j'ai déjà des ressources, et je capitalise là-dessus. Ouais. Bah typiquement c'est hyper utile, et je trouve que c'est un truc où c'est assez marrant, mais il y avait un cours de CrossFit où le mec nous expliquait ça. Il nous disait en fait t'avais je sais plus sur quel je crois que c'est pour grimper à la corde. En gros, il te disait bah t'as plusieurs façons de le faire. Ça reste dans tous les cas plus ou moins compliqué, hein, mais en fait il disait en fait t'as une façon de positionner ton corps en fait qui ressemble à un mouvement que tu fais dans d'autres circonstances. Quand tu fais je sais pas, quand tu fais des tractions, quand tu fais d'autres choses. En fait, il disait l'avantage d'utiliser du coup cette technique, c'est que tu la travailles dans d'autres façons, et du coup t'as vraiment un avantage, c'est que au lieu de travailler 2 fois plus sur 2 choses différentes, en fait tu travailles la même chose en fait, et donc du coup t'as travaillé plus longtemps que les autres, et tu pars avec un avantage, tu vois, comme toi, avec le fait d'avoir déjà comprendre un peu les besoins, et en plus d'avoir déjà des articles et du contenu en lien. Ouais, complètement. Non, je suis complètement d'accord pour le coup. Ouais, c'est ça, ouais. Cercle vertueux. Et, tout à fait. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier article? Est-ce que c'était difficile à écrire? Est-ce que tu fais partie des gens qui se disent bon, écrire c'est important et je suis content quand je l'ai fait, ou est-ce que tu prends du plaisir même quand tu écris? Et est-ce que ça a été long au début? Est-ce que t'en avais t'as l'exemple classique de se dire il faut en préparer plein, comme ça tu peux les publier, puis après t'es dans une dynamique, ou est-ce que tu les as fait un par un? Non, en fait, c'est au début. Du coup, j'ai lancé mon site, et en fait, je me suis dit, je vais contacter des gens et leur dire voilà, je vais publier sur est-ce que vous êtes chaud pour une interview sur le petit analyste? Et en fait, je me suis dit, mais merde, si je leur présente le petit analyste avec un site vide, ils vont se dire, c'est qui ce guignol, quoi. Enfin, j'ai pas envie de
de perdre 1 heure pour un mec qui a même pas un article. Donc en fait, j'ai récupéré certains articles que j'avais déjà écrit à l'époque quand j'étais dans l'assaut de finance, histoire de le compléter un petit peu et de montrer aux gens, bah voilà, il y a déjà quelques articles et tout, venez. Et au début, honnêtement, c'était pas facile, surtout que ça a été, en fait, la première demande, mon premier article, c'était sur l'inspection générale. J'avais envoyé une demande sur LinkedIn à une personne qui m'a répondu, bonjour, non, virgule, je ne suis pas intéressé, point. Ok, merci madame. Donc, quand je me chauffe pour lancer le site et que la première personne me répond ça, je dis oula, ça va être vraiment un chemin de croix. Et deuxième personne ou troisième personne, la personne était super enthousiaste. Oui, pas de problème, vas-y, envoie-moi le brouillon, je te réponds ça. Et je l'ai pas eu au téléphone, elle m'a répondu à l'écrit, mais en pondant un Word très détaillé. C'était parfait. Et là, je me suis dit, ça commence bien. Et voilà. Et en fait, je pense que plus il y a d'articles, plus ça rassure les gens qui vont être interviewés en se disant ouais, ça va quand même, il interviewer des gens de différents backgrounds, de différents métiers, il sait ce qu'il fait. Enfin, moi je vois ça comme ça en tout cas. Ouais, tout à fait. Mais justement, c'est un des trucs où au début, je pense, tu vois, tu vois ça un peu comme, je sais pas, comme des vagues en fait où t'as 100 personnes qui se disent, tu vois, ah bah tiens, en finance effectivement, il y a un manque d'informations, on est tous à regarder les mêmes films et à avoir les mêmes idées erronées, mais sur les 100, il y en a peut-être 50 qui vont se dire bon allez, je me chauffe à le faire plutôt que juste de se dire il y a un besoin. Et après sur les 50, t'en as encore la moitié voire plus qui tombent après le premier. Je ne suis pas intéressé. Point. Ouais, faut être accroché. Enfin, en vrai, ça m'a fait vraiment mal à l'ego, même si au final, enfin, il y avait. Bon, déjà, je trouvais ça un peu brutal. Enfin, en termes de diplomatie, de tact. Non, je ne suis pas intéressé. Mieux vaut dire. Enfin, j'aurais plutôt dit à sa place, non, je n'ai pas le temps. Désolé, bon courage, enfin, un truc du genre. Parce que je trouvais ça un peu brutal comme réponse. Mais mis ça de côté, c'est vrai que ça démoralise pas mal et je l'avais mal pris pendant toute la soirée où j'ai reçu le message, j'étais en mode ah ouais, ça va être compliqué là, mon projet, si ça commence comme ça va être long. C'est clair. Et surtout que enfin, t'étais étudiant donc à l'époque. Non, j'avais commencé à bosser. Là, le premier nom, c'était pour vraiment lancer le petit analyste, premier nouvel article. Et Ok. du coup, je bossais à Londres à l'époque. Hmm. Ok, parce qu'il y a un truc justement que je trouve assez marrant et contre-intuitif, c'est que donc là c'était plus le cas pour toi, mais en fait le fait d'être jeune ou et étudiant, ça aide de fou en fait parce que plus t'as quelqu'un qui est qui est jeune, qui est étudiant, etc., plus les gens ont envie de t'aider en fait. Je crois qu'il y avait Steve Jobs qui disait qu'il avait appelé le PDG de je sais plus quelle boîte qui fabriquait des composants en lui disant ouais j'essaie de fabriquer mon ordinateur dans ma chambre, est-ce que vous pouvez m'envoyer un composant, et le mec enfin il avait appelé le CEO quoi, et le CEO il s'était marré, il s'est dit bon bah vas-y ok, et il avait filé un stage même l'été pour justement sur une ligne de fabrique de composants pour qu'il puisse faire les trucs lui-même. Et c'est vrai que souvent, quand j'ai entendu plein de mecs comme ça qui avaient commencé en étant gosse, en disant moi j'ai envie de rencontrer des gens cool, bah vas-y je vais créer un journal, un blog, etc. Et la plupart des gens leur disent oui, bon tu prends toujours des refus, mais en fait c'est un truc où tu dis je suis étudiant, je suis personne, je suis pas, je sais pas n'importe quelle star où les gens vont vouloir me parler, mais en fait justement, je pense que la plupart des gens se rappellent que tu sois Bill Gates ou un mec normal, tu te rappelles de quand t'étais gosse et que tu savais rien et que t'étais en T'avais galère. des étoiles dans les yeux. Bah ouais, exactement. Et toi justement, et je trouve qu'il y a un vrai truc aussi qui est d'arriver à se remotiver parce que souvent le premier obstacle ou les premiers obstacles, tu vois, tu dis exactement ce que t'as dit, genre, ça va être long. Si les gens non seulement veulent pas, mais en plus ils mettent pas les formes, émotionnellement c'est hyper dur. T'as mis combien de temps avant de recontacter une deuxième personne et de te relancer en fait? Honnêtement, je pense quelques jours. Je sais plus, mais je dirais quelques jours. Je pense avoir un petit peu réfléchi en mode est-ce que c'est mon message qui est pas passé et tout. Après, quand j'ai vu que la personne qui a accepté ensuite était vraiment enthousiaste, là, je me suis dit bon, c'est pas un problème de mon projet, c'est qu'il y a des gens, des pros qui ont l'air chauds pour répondre et qui trouvent mon projet intéressant. Donc tant pis, c'était vraiment le truc statistique, la personne pas très agréable qui me répond non.
bon, bah, ça arrive et faut aller de l'avant. Bon, c'est tombé directement dès le premier, pas de chance. mais, Ouais. mais ouais, c'est. Par contre, ouais, effectivement, je sais pas comment j'aurais réagi si soit j'avais pas de réponse, soit j'avais que des réponses négatives. Je pense pas que j'aurais tenu 6 mois à envoyer des mails en l'air pour rien, quoi. Ouais. Ben ouais, ben justement c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que je trouve ça hyper important quand tu te lances de t'attendre à parfois prendre des bâches, même si parfois t'as la chance du débutant et tu peux interviewer des mecs et avoir cette chance-là dès le début, mais le fait de t'attendre à ce que bah tous les gens n'aient pas le temps ou ne soient pas intéressés, c'est hyper important et on te le dit pas forcément. Et moi un des trucs que j'avais, bon, c'est dans un contexte différent, mais un des trucs que j'avais bien aimé au Parachute, c'est que en fait, avant de faire tes sauts, en fait, il t'explique les différents problèmes que tu peux avoir et comment les résoudre. En fait, tu te dis, ok, bon, attends, je vais sauter d'un avion et ça se trouve, il va y avoir des problèmes avec mon parachute. C'est rassurant. Ça te refroidit un peu. Ouais, mais en fait, ce qui est super cool, c'est que ils te disent, en fait, t'as plein de petits problèmes super courants que tu peux résoudre. En fait, même si t'as un gros problème, bah, c'est pour ça que t'as un parachute de secours et tu fais ton truc. Et en fait, ils normalisent la chose beaucoup. Et je trouve que c'est pareil. Tu vois, tu vas lancer un projet, tu vas prendre un premier nom, tu vas en faire tout un pataquès. Alors qu'au final, bah, dans la vie, je veux dire, enfin, même dans ta vie perso, je suppose que même Brad Pitt, il y a des filles qui lui disent non, quoi, tu vois. Donc, C'est ça, faut relativiser en fait. C'est exactement ça. Ouais. Bah ouais. Même les plus grosses boîtes, parfois il y a des deals qu'ils arrivent pas à signer, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est vrai que quand c'est ton premier projet et que c'est la première fois qu'on te dit non, tu dis bah est-ce que j'abandonne tout? Est-ce que c'est moi? Est-ce que et du coup je trouve ça assez cool de pouvoir partager, de dire bah non, enfin moi au début j'ai eu des bâches, même aujourd'hui, enfin moi pareil avec mon podcast, il y a des gens qui me disent non, et il y a des gens qui me répondent même pas. Mais le meilleur nom que j'ai eu, c'est un mec qui m'a répondu. Il m'a dit non, je suis beaucoup trop timide pour ça. Et ça, je trouvais ça hyper mignon. Je trouvais ça hyper mignon. Ouais, c'est hyper mignon. Parce que le mec, en plus, il doit avoir 70 ans. Okay. Et ouais, il est super. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une pointure dans son domaine. Et je trouvais ça marrant. Je me disais bon, ok, je vais pas, parce que tu vois, il y a des noms où tu as envie de gratter et des noms où t'as. Ouais, là, c'est vrai. Ouais, je vois l'idée, ouais. Et là, je trouvais ça mignon. Je me suis dit bon, ok, allez, j'accepte. Et ouais, et je trouve que c'est une vraie compétence aussi de savoir dire non sans que la personne le prenne personnellement pour son projet ou pour ses ah choses, oui, quoi. je pense que c'est même dans la vie de tous les jours en entreprise, savoir dire non mais de manière diplomate, c'est super important. C'est Ouais. un skills très très important. C'est vrai que je pense que ça fait partie des cours qui devraient ajouter à l'école, c'est savoir dire non de façon diplomate et savoir encaisser des noms sans s'arrêter et sans le prendre pour soi. Mais je pense qu'il y a plein de trucs là, enfin plus généralement pas en finance, mais je pense qu'il pourrait avoir des sortes de cours de communication en entreprise, ça soit écrit ou oral, en nous filant des tips. Alors je sais pas si ça pourrait durer 3 séances enfin 10 séances de 3 heures, je pense pas que ça pourrait durer autant, mais je pense qu'en 2-3 heures, même peut-être plus, filer quelques tips. Voilà, si vous voulez parler tel truc avec votre boss, formulez ça comme ça. Si vous voulez ou ne voulez pas faire ça, dites-le comme ça, etc., etc. Je pense qu'il y a plein de trucs en négociation aussi, par exemple. Il y a plein de trucs qu'on peut optimiser, à mon avis. C'est clair. Et puis je pense qu'il faudrait c'est ça, pas forcément voilà faire comme tu dis, pas forcément 3 cours de 3 heures, mais ne serait-ce qu'une séance déjà serait pas mal. Et puis d'avoir des petites séances de rappel et des petits exercices parce que c'est comme le chinois en fait, ça se pratique. Et quand t'as pas fait une grosse négo depuis longtemps, t'es un peu stressé, etc. T'es un peu rouillé. Alors que si tu fais des petites, je sais pas si t'avais pris le cours de négociation à l'ESSEC. Ouais, de mes souvenirs, je l'avais pris, avec le jeu où je crois que j'étais représentant syndical. Ouais, exactement. Ah, t'étais dans la case du relou alors, parce que je me rappelle. Je savais mes employés, Mais tu vois, justement, le fait de pouvoir pratiquer en fait ces petits jeux-là, enfin moi aussi, c'est parce que là je suis dans une période de jeu société à fond. Mais en fait, c'est vrai que tu pratiques et t'arrives beaucoup plus à l'aise. T'es dans ton rythme de croisière. Plutôt que de dire vas-y, la seule fois que je vais vraiment parler avec mon boss c'est pour ma négociation salariale une fois par an.
Bon, bah déjà, t'arrives désavantagé quoi. Alors que si tu fais des petites négos un peu partout, tu pratiques l'art de la communication, de recevoir des oui, des non, etc. T'es beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que souvent t'arrives euh, sur tes premiers jobs où t'as quelques compétences techniques mais qui sont pas au niveau, et t'as pas mal de compétences aussi interpersonnelles qui sont pas au niveau Complètement, aussi. ouais. Je pense que c'est une erreur de croire qu'en égo, en discussion, en même discussion autour de la machine à café, que tout le monde est égaux. Non, non, il y en a qui Ouais. sont vraiment à l'aise en égo, qui adorent ça. Moi, personnellement, je déteste ça. Et je trouve c'est un peu dommage de dire, bah, si la personne est mauvaise en égo, bon, bah, tant pis, c'est la vie. Enfin, non, je pense qu'on peut améliorer Ouais. toujours certains aspects. Et en plus, ouais, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ce que tu dis, pareil pour la machine à café. Une de mes boss, elle m'avait vraiment expliqué la vie sur la stratégie de quand tu arrives dans un nouveau job, comment faire pour que ça se passe bien autour de la machine à café et le reste. Et elle m'avait expliqué la façon dont j'avais fait. Et je me suis dit, ouais, je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que c'est Hein. hyper puissant. Et je me dis, ah, c'est grâce à cette stratégie que je t'adore autant. Je me dis, et c'est vrai que c'est pas, il y a plein de choses qui sont censées être naturelles et qu'on dit, ben voilà, il y a des gens qui ont du charisme ou pas, qui sont à l'aise à l'oral ou pas, et pareil à l'écrit, et en fait, ça se travaille. Alors que tu dis juste, bon ben, et en plus, je trouve qu'une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on pose pas assez la question aux gens qui sont bons. Et souvent, les gens qui sont bons, ils sont assez contents s'ils ont travaillé là-dessus, de pouvoir te dire, bah oui, j'ai travaillé là-dessus, je sais pas, j'ai pris des cours de présentation, et de pouvoir t'aider après, Complètement, quoi. ouais, c'est un peu tabou, c'est genre comme si on était tous arrivés avec un certain niveau de charisme, de confiance, de trucs, et que bah, c'est immuable, ça restera comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Enfin, ouais, c'est une erreur pour moi. C'est clair. Et là, si je veux Ouais. reprendre sur tes petits, sur le développement du petit analyste, c'est quoi tes objectifs d'ici un an? Alors d'ici un an, en fait, j'allais dire j'aimerais bien développer le coaching. Le problème, c'est que ça me prend un certain temps et que bah, avec le boulot, le coaching, c'est que j'en ai peut-être pour une demi-heure, 1 heure au téléphone. Si je fais ça régulièrement, bah, c'est un peu compliqué de s'absenter, de justifier. Ah oui, désolé, je m'absente 1 heure l'après-midi au boulot. Quoi. C'est un peu compliqué. En télétravail, c'est plus simple, mais globalement, ça reste compliqué. Donc en fait, je me retrouve dans cette situation où il faut que ça se développe, mais pas trop, sinon je suis submergé. Et mais ouais, on va dire cet aspect-là, peut-être essayer de le monétiser aussi, pas juste le coaching, mais en général le site, même si c'est pas forcément le but premier, et peut-être proposer d'autres types d'articles. En fait, c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est que, enfin, un de mes premiers articles, c'était le guide du stagiaire, qui était un peu rédigé sur un ton un peu humoristique, on va dire, et j'ai Ouais. eu des retours relativement positifs. Et en fait, j'aimerais bien refaire ce genre de type d'article, un peu drôle, qui traite pas forcément d'un sujet. Par exemple, un truc auquel j'avais pensé, ce serait peut-être raconter l'histoire d'un stagiaire en 2 ou 3 articles, le début, la fin, le début, le milieu, la fin de son stage, sous un angle un peu humoristique, en grossissant un peu les traits de la banque d'affaires, des différentes personnalités qu'on peut trouver. Genre une sorte de mini-roman en 3 articles, quoi, qui peut se lire facilement. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien, parce que ça me fait rire d'écrire ce genre d'article. Et si ça peut faire rire les gens, tant mieux. Donc ce serait... Et après, à plus long terme, comme j'avais dit, ça serait du podcast, YouTube. Alors ça, ce serait vraiment le truc encore au-dessus, qui prend beaucoup de temps, je pense. Mais voilà. Ouais. Ok. Ouais, pas mal. Bah, ouais, moi, c'est vrai que bon, après, je suis plus dans la cible, mais c'est vrai que le guide du stagiaire que j'avais lu justement avant de faire notre première interview, c'est vrai que c'est super cool à lire. Et c'est vrai que le ton de l'humour, en fait, plus aussi le fait que tu racontes une histoire, je trouve que en tant qu'être humain, t'es très sensible aux histoires, en fait. Tu veux lire le truc parce que c'est un peu drôle et parce que c'est une histoire, tu vas jusqu'au bout. Et derrière, ça te fait passer un message, de façon un peu plus implicite, et parfois tu t'en retires plus, surtout sur des questions, voilà, de quand tu débutes, les erreurs qui paraissent tellement bateaux en fait quand on les énumère à Mhm. haute voix, mais en fait on est tellement nombreux à les faire que c'est quand même important de dire les bases. Vraiment, moi je sais que enfin ne serait-ce que pour mon podcast, j'ai une checklist que je respecte pas toujours. Bah la preuve, c'est pour ça que j'ai perdu notre première enregistrement. Mais tu vois, c'est des trucs Mhm. basiques. Et la dernière fois,
tu vois, j'ai dû me rajouter dans ma checklist, Gaël, ne bois pas trop juste avant ou après le podcast, parce que sinon t'as envie de faire pipi et t'es moins concentré. Tu vois, ça paraît tellement bête, et j'ai honte vraiment de dire ça, mais je me suis dit, mais attends, mais Gaël, t'as fait l'erreur une fois, c'est inadmissible que sur la fin tu sois pas concentré parce que tu bouges sur ta chaise en disant, ah, j'ai envie de faire pipi, tu vois. Et tu vois, c'est des trucs où si je le lisais, je me disais, mais personne fait cette erreur, enfin c'est impossible. Et en fait, en fait Ah si ouais, quoi. on est Donc humain, ouais, ouais, c'est humain. donc ouais, moi je voilà, si tu réécris tes petites histoires humoristiques, je veux bien que tu me les envoies, je les lirai avec plaisir. Je vais Et remettre, ouais. ça marche. Et du coup j'ai une Vas-y. dernière question qui est, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens justement qui sont qui ont un job et qui hésiteraient à lancer un projet à côté, que ce soit un blog ou autre, parce que comme je te disais un petit peu avant qu'on commence, il y a un truc qui est important, c'est que même si aujourd'hui l'entrepreneur il est vachement à la mode, le mec il va dire je quitte tout et je me lance dans le commerce de poule naine parce que c'est l'avenir, tout le monde a besoin d'une poule naine, versus le mec qui va se dire bah attends, moi j'ai mon job, tout va bien, j'ai ma sécurité, etc. Je vais faire un truc le soir et le week-end. Et on en parle un peu moins, mais c'est une stratégie qui est tout aussi Mhm. valide, surtout quand tu vois la réalité que la plupart des projets soit capotent, soit mettent du temps à démarrer, où t'as besoin de temps en fait. Mhm. Ouais, ouais, non, clairement. Enfin, c'est vrai qu'il y a un énorme buzz sur l'entrepreneuriat. C'est un peu en fait, en grossissant le trait, on a un peu l'impression que genre ceux qui font l'entrepreneuriat, c'est ceux un peu qui ont réussi, et les autres là qui veulent pas prendre de risques. Ah, les mauvais, ils restent dans le salariat, quoi. Enfin, je grossis énormément le trait, mais c'est vrai que ça peut donner un peu cette idée, quoi. Tout à fait. Maintenant, enfin, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Je pense qu'il y en a pas mal qui disent ah, j'aimerais bien être entrepreneur enfin enfin ouais, qui disent ça en prenant ça un peu à la légère, parce que pour avoir interviewé donc la personne qui a fait Training You, il y a mes articles dessus d'ailleurs, c'est pas facile, c'est beaucoup d'incertitudes, pas de salaire, donc faut être sûr de soi en termes financiers. Si on se rate, bah il y a on sait pas sur quoi on débouche. Enfin, on n'a pas de filet de sécurité. Donc c'est quand même des questions à prendre en compte, et même en termes de stress. Par exemple, je pense que c'est un stress différent de par exemple la banque d'affaires où on dit, ou les cabinets d'avocats ou les cabinets de conseil en strat où ça bosse énormément. Il y a quand même du Ouais. stress différent, mais il y a du stress. Donc moi aussi j'ai eu l'idée un peu de me dire pendant Londres, ouais, franchement, j'en ai marre, je bosse 90 heures par semaine, je suis exploité et tout, blablabla. Franchement, est-ce que je quitterais pas tout pour lancer un truc? Ça m'est aussi lancer un truc en finance, comme ce que je fais actuellement, genre à temps plein, avec le site. Et ça m'a quand même effleuré l'esprit. En fait, il y a eu deux trucs, c'est que le salariat, ça peut être très sympathique quand tu es bien entouré, des missions intéressantes, des perspectives d'évolution, et quand tu commences aussi, et ça on se rend pas compte, mais commence un peu à comprendre les jeux de pouvoir dans l'entreprise, un peu Ouais. les relations, qui a le pouvoir, qui a pas le pouvoir, à qui il faut parler, à qui il ne faut pas parler, ce genre de choses. C'est un peu une sorte de Game of Thrones de l'entreprise, du salariat. C'est assez drôle et c'est assez intéressant de voir ça. C'est donc on peut quand même prendre plaisir le salariat, et sans non plus être exploité ou en ayant des missions totalement inintéressantes, et que t'es coincé au fin fond, enfin dans un placard au fin fond d'un service qui n'existe pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est un peu un entre-deux où j'ai voulu garder un projet, mais pas me mettre de pression financière ou autre, en gardant un métier à côté. Donc, je pense que c'est faisable toujours. Je pense, enfin, je m'égare un petit peu, mais aussi le coup de, je pense qu'il y a aussi au fond de la plupart des gens qui veulent être entrepreneurs. Alors, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais je pense qu'il y a aussi cet aspect un peu, on a envie de devenir riche facilement, enfin facilement entre guillemets, rapidement, beaucoup plus qu'en étant salarié. Je pense que c'est la mauvaise approche. Il faut d'abord un truc qui te fasse un peu kiffer. En vrai, vendre un produit, je sais pas, genre vendre des tabourets, si ça t'ennuie, ça va être long les journées, quoi. Même si c'est ton business et tout, au bout d'un moment, je trouve enfin, je suis pas entrepreneur, mais je pense qu'il faut quand même un minimum aimer ce qu'on fait et pas juste se dire, non mais je le fais parce que dans 5 ou 10 ans, je ferai un cash out de 600 000 euros et j'achète mon appart dans le Marais, quoi. Enfin, je pense pas que ça soit un moteur sain, quoi.
C'est clair, c'est clair. Je pense que je pense que c'est une super façon de terminer, c'est le fait de se dire, il faut que j'optimise pour que mes journées soient pas Ouais. trop longues, que ce soit en termes de stress, d'énergie et tout, parce que effectivement, si tu vis que pour faire de l'argent dans Ouais, 6 ans, clairement. bah tes 6 prochaines années elles vont être longues et ça va pas mal t'impacter, ne serait-ce que sur ta vie personnelle aussi. C'est hyper dur. Et du coup, sur la fin, si on veut en savoir plus sur toi, le petit analyste, c'est où est-ce qu'on va? Ouais. Alors c'est lepetitanalyste.com pour le site internet. Sur LinkedIn, c'est le petit analyste qu'on peut retrouver. Je suis aussi sur Facebook, mais je mets beaucoup moins à jour parce que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup moins populaire. Et j'ai pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de Twitter. Et donc voilà. Après, j'ai aussi les partenaires, que je salue tous mes partenaires, Finetude, Financial Networking Group, Assess Finance et j'en passe. Et aussi qui m'aident énormément à partager les articles. Je les remercie parce que ça me permet de toucher des gens que je n'aurais pas forcément touchés directement. Super. Bah écoute, trop bien. Bah merci beaucoup Alex. Bah merci à toi. Et puis à une prochaine, j'espère. Ouais, carrément, pas de problème.